vous amène à beaucoup d'expertise. Et là, c'est pour ça que je suis vraiment content aujourd'hui qu'il y ait des institutionnels qui soient là, des universitaires, des laboratoires, parce que c'est à vous, en fait, de pousser tous les bons cours, tous les bons enseignements, pour que demain, on ait moins de problématiques de recrutement. Et je voulais aussi souligner la présence d'esprit de Pôle emploi d'avoir su faire et monter une formation autour du cloud computing, alors qu'aujourd'hui, en France, il y a un établissement à Paris qui propose une formation sur le cloud. Il y a quelques formations privées. Voilà. Pôle emploi aujourd'hui a permis de répondre à des besoins de data scientists, de personnes qui font différents langages de développement, à faire de la virtualisation pour répondre aux besoins des entreprises. Donc ça, c'est la slide la plus pénible de la journée. Donc je vous la présenterai pas. C'est comment présenter le cloud, voilà, en cinq sujets. Voilà, très rapidement, juste 5 caractéristiques. C'est quoi le cloud? C'est de la mutualisation, c'est à la demande, c'est de l'élasticité, que je dise pas de bêtises, c'est derrière de la facturation à l'usage, voilà, en fonction de l'abonnement, et c'est un accès large échelle. Donc accès large échelle, c'est-à-dire aussi bien à l'interne dans une entreprise que vous sur Internet. Derrière ces 3 niveaux de service, on a entendu donc soit de l'infrastructure, soit des plateformes de développement, soit des services, donc des logiciels utilisables directement en ligne. Et derrière, il y a 3 modèles de déploiement. On parle souvent de cloud public, c'est quand on va pouvoir utiliser finalement un acteur comme OVH, comme Imergy, qui vont proposer à l'infini des capacités de stockage de ressources. C'est des clouds privés, donc ça c'est ce qu'on retrouve plus dans les entreprises, où finalement on va mutualiser toutes les ressources. Et ensuite il y a les clouds hybrides qui vont utiliser un petit peu des meilleurs de chacun. Je te laisse continuer la suite sur la prospective. Donc si ton idée c'est de dire que ce slide était pénible parce qu'il y a quelques chiffres, les miens vont être terribles. Il va y en avoir un peu plus. Il y a juste une question à laquelle j'ai pas répondu, c'est du coup Jean-Pierre, si vous pouvez juste fermer les yeux. La grande région sud de France, voilà. Aujourd'hui, donc on a calculé avec le barycentre par rapport à tout ça, on est à peu près ici, donc on est aujourd'hui, voilà, grande région sud de France, ça englobe Toulouse et avec Montpellier, normalement la prochaine future capitale. Voilà. Mais c'est juste, c'est scientifique, hein, c'est voilà, c'est. On a la même avec juste une variante. Alors effectivement, pour cette introduction, tu m'as demandé de prendre un peu de recul. Alors, à l'IDAT, on a l'habitude d'en prendre beaucoup dans ces cas-là, quand on nous pousse un peu. Juste pour situer, effectivement, parce que vous avez tous dit que le cloud, c'était à la fois nouveau et c'était la nouvelle phase de l'informatique. Et en même temps, ça s'intègre dans une longue évolution dans laquelle, un peu comme dans les médias, la nouvelle évolution, la nouvelle innovation ne chasse pas l'autre. Et donc, on a toute une succession de phases qu'on a bien identifiées aujourd'hui sur la mutation numérique dans laquelle on est entré. Il y a la première phase de l'informatique que tu as rappelée, mais qui n'a pas disparu, qui est toujours là, on le verra, et qui a fait suite à une nouvelle diffusion des compétences informatiques par l'Internet. Voilà. Donc cette phase, on l'a commencé à la digérer. C'est quelque chose qui commence à être un peu derrière nous, même s'il y a encore énormément de phases, d'éléments qui sont en train de se mettre en place, notamment la numérisation des contenus dont une table ronde va parler. On est en plein dedans. Pour le livre, pour la presse, ça fait plus longtemps. Pour les jeux vidéo, c'est plus récent. Et puis le vaste phénomène de désintermédiation qui là est le phénomène, je dirais, fondamental qui est porté par l'Internet et qui déstabilise l'ensemble du système économique. Et puis se rajoute à ça aujourd'hui cette troisième phase dont on parle beaucoup, dont on parle tous, qui est on parle de digitalisation de l'économie, et qui est un phénomène qui est assez complexe dans lequel le cloud joue son rôle parce que il vient bouleverser l'ensemble du dispositif, j'y reviendrai. Alors si on reprend la première étape, c'est la phase d'informatisation qu'on connaît bien, mais on voit bien qu'elle n'est pas terminée parce qu'il y a encore beaucoup de PME qui se posent des questions de l'ERP, de leur CRM. Beaucoup d'entre nous sommes encore concernés par ces appropriations de ces outils-là, qui pourtant sont très anciens. Et puis la deuxième étape de l'Internet pour les entreprises a beaucoup et d'abord concerné la relation client. Le site internet qui permet de se présenter, le fameux entonnoir de conversion de l'internet dans le client, ça c'est bien connu, et ça c'est l'internet qui a porté toute cette innovation et cette simplification de service. Et puis la phase dans laquelle on vient de rentrer est à la fois, et c'est pour ça que quand on voit l'intégration de toutes ces briques technologiques qui combinées entre elles font cette espèce d'accélération assez extraordinaire dans laquelle est rentrée cette troisième étape de la révolution numérique. Alors,
ce que l'on verra, c'est que toutes les fonctions de l'entreprise sont concernées et sont touchées. C'est pas uniquement la phase relation client ou la partie corporate, mais fondamentalement l'infrastructure, avec le RFID, l'impression 3D, c'est toute une façon de produire qui est remise en cause et qui est transformée de façon profonde, que ce soit de la PME, il y a des robots pour les PME, et puis bien sûr des boîtes comme Airbus qui sont en train d'intégrer l'impression 3D de façon massive. C'est évidemment le développement des produits. Aujourd'hui, un produit, c'est plus tout à fait un produit, c'est surtout du service, parce qu'il y a l'M2M, parce qu'il y a l'Internet des objets, parce qu'il y a le cloud, bien entendu, et la mobilité. C'est la combinaison de ces briques qui font la puissance de la révolution numérique actuelle. Et puis le cloud, on voit bien, sert un peu d'intégration de l'ensemble de ces fonctions, parce que la data est au centre de ce phénomène, et c'est bien par le cloud qu'elle va transiter aujourd'hui, même si, on peut quand même le rappeler, l'informatique, si je reviens au premier slide, où il y a ces grands mouvements décennaux de la révolution numérique, on a quand même des phénomènes un peu de va-et-vient, puisqu'il faut se souvenir que l'informatique est d'abord nativement été centralisée, et puis on a eu la phase de la micro-informatique où on a pu chacun avoir de la puissance sur son bureau, et puis revient à nouveau une grande vague historique de centralisation dans le cloud, avec les data centers, qui sont des espèces qu'on n'aurait même pas pu imaginer il y a une dizaine d'années, où on centralise toutes les données d'entreprises et personnelles, et puis sans doute viendra dans le futur, dans une 20 ans ou 30 ans, une phase à nouveau où on se reposera parce que nos terminaux auront encore gagné en puissance de manière exponentielle, parce que la loi de Moore joue toujours, et plus que jamais, et puis parce que les batteries sont peut-être à la hauteur de cet enjeu, et donc la puissance embarquée reprendra aussi sa part. Donc on est plutôt aujourd'hui dans une phase où on recentralise un certain nombre de choses, on l'externalise à nouveau. L'infogence, c'était le terme qui a été employé tout à l'heure. Bon, c'est un vieux terme, mais qui est remis au goût du jour avec le cloud. Mais c'est quand même aussi un bouleversement fondamental, parce que ce qu'on a appelé, j'ai entendu le mot de verticaux. Les verticaux, pour nous, c'est surtout ces secteurs qui étaient rentrés, qui en étaient encore à la phase de l'informatisation, qui avaient commencé à découvrir l'Internet, et qui aujourd'hui voient leur business complètement percuté par cette troisième phase. On parle évidemment de l'automobile avec le sans-conduite ou avec Uber, pour les taxis, l'hôtellerie avec Airbnb, etc., etc. Tout métier aujourd'hui, même s'ils étaient un petit peu à l'abri, est maintenant concerné. Et donc des impacts à tous les étages de la chaîne de valeur de l'entreprise, ça c'est l'élément clé, et le cloud est l'élément fédérateur qui permet de faire ça. Et le cloud, il a un effet encore plus important, je dirais, qui est hyper structurant dans l'économie, c'est le fait que quand on avait des verticaux qui géraient leur écosystème naturel, produisaient leurs données, mais des données qui étaient gentiment, même si elles étaient externalisées, avec la filière, avec l'aval de la filière, on restait dans le métier et c'était à peu près contrôlé par les grands industriels, et en tout cas par l'industrie d'un domaine. Aujourd'hui, le fait que le big data dans le cloud devient un élément de gestion des métiers, ça bouleverse toutes les frontières habituelles, parce que les verticaux sont soit potentiellement pourraient devenir des verticaux, mais ils ont au-dessus d'eux des plateformes, dont on a parlé tout à l'heure aussi, des plateformes de l'Internet, ces géants net, qui se posent un peu, parfois, comme Google ou Amazon, ou d'autres, en tant que fournisseurs de solutions cloud et de data centers, comme IBM par exemple aussi, vous l'avez cité, mais sont aussi des fournisseurs de services et proposent de gérer à votre place vos données. Donc c'est là où on est au-delà même des questions de sécurité, de savoir où sont mes données. C'est quel sera mon métier demain? Est-ce que je serai une société d'hôtellerie comme Accor qui ne se définit plus comme une société d'hôtellerie, mais une société d'Internet d'abord? Et tous les métiers maintenant font la course à je suis une boîte Internet avant d'être une boîte d'automobile, etc., etc. Parce que il va falloir que je me transforme très rapidement pour pas perdre ces fameuses données qui font mon identité et ma relation client, que je peux être aussi éventuellement acculé à perdre si des plateformes de l'Internet tierces, parce qu'elles sont puissantes, parce qu'elles croisent les données, et c'est ça la puissance big data dans le cloud, c'est justement la capacité d'aller
des données d'un fournisseur d'automobile, parce qu'il y a du déplacement, parce qu'il y a énormément d'informations qui remontent, mais qu'on peut croiser avec des données de santé, parce qu'on peut croiser avec 1000 autres données, et qui permettent de fournir ces nouveaux services qu'on est en train d'imaginer, qu'on n'a pas forcément encore, mais qui sont en gestation dans cette évolution. Donc derrière le cloud, il y a aussi en filigrane toutes ces évolutions majeures qui sont en train de se produire, et derrière il y a aussi un marché. Donc là, juste pour vous donner quelques éléments d'appréciation, le cloud a ce site particulier dans le monde des services Internet. Ce sont des chiffres qu'on met à jour tous les 6 mois à travers une base de données internationale que l'on diffuse à l'IDAT. Et ce slide est intéressant parce qu'il montre que le cloud est à la fois le plus gros marché des services Internet, qu'il reste en croissance très forte. Souvent, quand on est dans cette phase de marché, on a plutôt tendance à tomber. La croissance reste toujours très très soutenue, à 14-15% par an en moyenne, pour les dernières prévisions, et il a la particularité aussi d'être un des marchés les plus compétitifs. C'est vrai que quand on parle de la recherche, du search ou des réseaux sociaux, ce sont des marchés qui sont extrêmement centralisés entre les mains de quelques industriels, quelques grandes plateformes, quelques grands services, quelques grands services. Le cloud fait partie de ces rares marchés de l'Internet qui sont assez ouverts parce que d'abord il y a deux marchés, il y a celui dont on a parlé, enfin on l'a évoqué rapidement, le cloud personnel et puis le cloud d'entreprise. C'est déjà deux mondes assez différents, même s'il y a des acteurs qui naviguent de l'un à l'autre. Et puis à l'intérieur, il y a des acteurs qui prétendent à être dominants, mais ils n'ont jamais plus de 20% du marché. Et derrière, il y a la possibilité d'avoir des fournisseurs de services de cloud à la fois locaux, tu en as cité quelques-uns, nationaux, régionaux, continentaux et puis mondiaux. Alors pour la France, si on veut situer la France dans cette croissance assez forte, toujours forte de ce marché du cloud, on voit que le trend, lui, est en ligne avec le trend global. La France n'a pas de spécificité, il y a une forte adhésion à ces nouveaux services. La seule spécificité qu'on a, mais on l'a aussi pour d'autres domaines dès qu'il s'agit de numérique, c'est qu'on n'est pas en avance. On a le même phénomène pour la publicité en ligne, par exemple, mais on l'avait pour l'adoption de l'Internet, on l'a eu pour l'adoption du mobile, etc., etc. On le retrouve aussi pour le cloud, où on est un peu dans le milieu du marché, mais quand même à la traîne par rapport à des marchés plus mûrs, comme l'Allemagne ou le Royaume-Uni. Alors, là, juste un petit bémol. En fait, en France, on est peut-être un petit peu à la traîne, mais plutôt sur la partie demande. C'est-à-dire, voilà, clairement, le parc des dirigeants de TPE, PME aujourd'hui ne suivent pas forcément complètement la mouvance. Par contre, en termes d'offres, aujourd'hui, on est clairement, on est très en avance, et beaucoup plus que le marché anglo-saxon ou le marché allemand. Oui, tu fais bien de le souligner, c'est vraiment pas un problème d'offre, c'est un problème d'adoption pour un certain nombre de freins que le label va lever, c'est clair. Par exemple, je pensais du coup hier, il y avait donc parce qu'on est à la Cloud Week Paris, donc autant parler aussi des autres événements. Il y avait la conférence des visionnaires où il y avait donc Rachel Delacour de la société BIM, qui est une société donc de business intelligence. Et voilà qu'aujourd'hui ils sont partout sur le marché américain, ils raflent des contrats là où les éditeurs américains n'arrivent pas à gagner sur leur propre marché. C'est quand même assez incroyable. Normalement c'est assez fermé par rapport à ça. Donc voilà, on a quand même des outils, d'une puissance de frappe impressionnante en France. Alors, pour les PME, justement, on fait régulièrement une enquête auprès des PME, au niveau national, sur l'adoption d'un certain nombre d'outils numériques. On avait dans la dernière vague d'enquêtes qu'on a rendue publique en décembre 2014, quelques enquêtes sur le cloud. Et voilà, pour situer où on en est, par rapport j'ai pas mis de comparatif, mais par rapport aux vagues d'enquêtes précédentes, ça a beaucoup progressé. On était très très loin de ces taux qu'on a aujourd'hui, mais on voit qu'il y a des marges de progression qui sont encore très très importantes. Pour 3 types de services, on voit que les taux sont encore modestes. L'externalisation des serveurs, sachant qu'évidemment la moitié des entreprises n'ont pas de serveurs, on est sur des entreprises, les TPE sont incluses, c'est les 0 à 500 salariés, donc on a un spectre assez large dans cette enquête. C'est 25% des entreprises qui ont adopté, qui externalisent leurs serveurs dans le cloud. Alors c'est pas négligeable, c'est déjà tout à fait significatif. C'est 33% qui sauvegardent en ligne. Là aussi, c'est des taux qu'on n'avait pas il y a quelques années. Ça s'est vraiment accéléré, même si on a encore
62%, hein, voilà, qui reste à conquérir, même si tout ne sera pas forcément accessible. Et puis, ce qui nous intéresse aussi, c'est de voir la progression dans le SaaS. Alors, au moins un autre applicatif en mode SaaS. Alors évidemment, comme c'est au moins un, et qu'il y a des services applicatifs, les applicatifs sont très modestes, très simples, ça montre à la fois que c'est assez modeste, et que là, par contre, il y a une énorme marge de progression. Soit que les entreprises hésitent, les problèmes de sécurité, les problèmes de passer en mode OPEX et CAPEX, c'est pas si simple que ça aussi. Et puis les problèmes contractuels qui sont souvent bloquants. Comment je récupère mes données? Ça va aussi pour les TPE, des photographes qui sont poussés par Adobe à acheter uniquement leur offre en SaaS. Ben, qu'est-ce qu'ils feront après quand ils arrêtent? Mes photos, elles sont, est-ce que je les récupère? Comment je peux les modifier plus tard, etc. Mais Ça pose énormément de questions qui seront traitées dans les différentes tables rondes par la suite. je pense qu'aussi un sujet, c'est tout simplement la méconnaissance alors j'allais dire du grand public, mais voilà, du parterre de professionnels, voilà, qui ne sait, c'est pour ça, du coup, je trouve ça important de revenir sur la définition du cloud et puis reparler un petit peu de tous ces sujets parce que les gens sont pas forcément au courant qu'on peut avoir tous ces services en ligne aujourd'hui, très simplement en format d'abonnement. Et pour finir sur une note aussi locale, on a parlé des TPE, maintenant je voudrais revenir sur un point local, sur le fameux, on en a parlé, des data centers. C'est une question qui sera débattue dans les tables rondes, mais là aussi à l'IDAT, on travaille beaucoup, on a une équipe collectivité locale qui travaille c'est une problématique chaude du moment. Beaucoup de collectivités se posent la question de savoir si elles doivent aider et à quoi ça va servir des data centers locaux pour des raisons de proximité, alors que par nature on peut s'étonner que le cloud étant sans frontières et hors sol, on va dire, il y ait un besoin d'identification d'un cloud près de chez soi. Est-ce que ça rassure sur le fait que les données vont être accessibles avec un interlocuteur qu'on va pouvoir interroger, et pour plein d'autres raisons qui sont toutes bonnes, mais il y a des logiques économiques qui font qu'on est amené à l'IDAT à étudier pour pas mal de collectivités dans le Val d'Oise, à Béziers, en Lozère, un peu partout en Alsace, ce type de problématique. Beaucoup de collectivités se la posent, sachant que, juste pour resituer un peu l'offre locale, il y a déjà pas mal de data centers qui existent. Il y a une offre. Il y a des études en cours, il y a des projets en cours qui sont en train d'être étudiés. Donc c'est sans doute quelque chose qui va se densifier. Alors est-ce qu'il faut qu'on soit suffisant aussi en data center? C'est une question. En tout cas, il y a déjà une offre qui existe et qui a sa propre vocation, soit pour le DRG des données privées, soit pour aussi des projets publics. Et là, il y a des bonnes raisons aussi d'avoir des data centers près de chez soi pour une collectivité ou pour des services qui peuvent être sensibles aussi. Et là, on n'a pas le temps de les détailler, mais énormément d'applications qui peuvent bénéficier de cette puissance locale. Voilà, donc c'est un panorama, on va dire un peu au pas de charge, parce qu'il était très très vaste, mais juste pour vous donner quelques indications sur les thèmes chauds du domaine et du cloud. Merci Jean-Dominique. Petite conclusion, mais on n'aura pas le temps de le détailler, puis c'est surtout l'illustration des tables rondes qui va le donner. C'est c'est vrai que le cloud, c'est aussi tous les services qui sont proposés, et c'était intéressant juste pour se le rappeler, de mettre en perspective la façon dont les dossiers French Tech mettaient en valeur les écosystèmes des deux territoires. On voit que celui de Montpellier, en termes de start-up, est très dense dans pas mal de domaines, et dans chacun des domaines, que ce soit les ressources informatiques, les smart cities, les smart homes, les entreprises ou la santé. Il y a beaucoup de points forts localement. Il y a des entreprises qui sont déjà nativement ou qui se tournent vers le cloud. Avec des services SaaS notamment, c'est une adoption qui est massive. Et puis côté Toulouse, que je connais beaucoup moins bien, c'est aussi là la force de l'industrie, des industries leaders qui orientent cette évolution, et sans doute que la réunion des deux va produire de belles étincelles dans le cloud. Voilà. Donc vous avez bien compris en fait aujourd'hui pourquoi il faut implanter un cloud dans le sud de la France, tout simplement parce que on a un écosystème magnifique. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui reviendront dessus durant les tables rondes et qui est parfaitement complémentaire avec Toulouse parce qu'on n'a pas la même histoire, on n'a pas eu la même approche et ça peut faire une très belle synergie sur le sujet. Alors, du coup, j'invite à la première table